La pluie de décembre martelait le pare-brise, tandis que Robert Archer entrait dans le parking de l'hôpital Mercy General. Il avait conduit pendant 3 heures d'affilée depuis son bureau à Portland, l'appel affolé de son assistante résonnant encore dans son esprit. « Votre fils est ici, vous devez venir tout de suite. » Robert avait bâti Archer Freight Solutions à partir d'un seul camion pour en faire un empire logistique couvrant toute la côte ouest. Il avait transporté de tout, des fournitures médicales aux cargaisons gouvernementales classifiées, noué des relations avec des gens qui lui devaient des faveurs, et appris que l'information était la marchandise la plus précieuse qui soit. Mais rien de tout cela n'importait quand il vit la fourgonnette blanche cabossée dans un coin du parking, la buée couvrant ses vitres. Il était brouillé avec Marcos depuis 2 ans, pas par choix. Robert avait lutté pour maintenir le contact après que son fils eût épousé Stephanie Compton. Les Compton étaient de l'argent ancien de Portland. Le genre de famille qui souriait aux galas de charité tout en écrasant quiconque il jugeait inférieur à eux. Ils n'avaient jamais approuvé Marcos. Un muraliste talentueux qui avait choisi l'art plutôt que leur gendre préféré, un avocat sorti d'une Ivy League ou un gestionnaire de fonds spéculatifs. Quand Marcos avait tenu bon, préférant l'amour à leurs ultimatums, les Compton avaient souri et attendu. Robert frappa à la porte arrière de la fourgonnette. Silence. Puis la toux humide d'un enfant, un bruit qui secouait de petits poumons. Marcos. C'est papa. La porte s'entr'ouvrit. Son fils semblait avoir vieilli de 10 ans. Marcos avait toujours été mince, mais maintenant il était décharné. Ses mains d'artiste tremblant tandis qu'elles agrippaient la porte. Derrière lui, sur un lit improvisé de couvertures et d'oreillers, gisait Sophie, âgée de 6 ans, la petite fille de Robert. Son visage était pâle, ses lèvres gercées par la fièvre. « Pourquoi n'êtes-vous pas dans l'appartement que je paie ?» Robert garda un ton égal. Bien que la rage bouillonnât en lui, Marcos ne pouvait pas le regarder dans les yeux. « C'est la famille de Stéphanie. Ils m'ont fait expulser la semaine dernière. Ils ont dit que j'avais violé le bail. Une clause que Stéphanie avait signée quand nous avons emménagé. Je n'étais même pas au courant. Ils ont vidé notre compte joint le même jour. 9 150 € disparus. » Sa voix se brisa. « Sophie a besoin de médicaments. Je ne peux pas me les permettre. Les médecins disent que c'est une pneumonie. Ils m'ont donné des échantillons. Mais ils s'épuisent. » Robert regarda sa petite fille, se rappelant la petite fille vive qui avait autrefois peint des tournesols sur le mur de son bureau. La fille qu'il appelait Papy et qui l'avait fait rire pour la première fois depuis la mort de sa femme. Maintenant, elle gisait là, luttant pour respirer à l'arrière d'une fourgonnette. Il se tourna vers Marcos. « Prenez vos affaires. Tous les deux. Papa, je ne peux pas te demander d'eux. Tu ne demandes rien. Je te dis de faire vos bagages maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire ?» L'expression de Robert se durcit, le même regard qu'il arborait quand il négociait avec des gens qui pensaient pouvoir l'intimider. Parce que d'ici demain, ce seraient eux qui ne pourraient plus rien s'offrir. 2 heures plus tard, Sophie était dans une chambre privée à Mercy General, examinée par le meilleur pédiatre pneumologue de la ville. Robert avait passé 2 appels, un à l'administrateur de l'hôpital, un autre à un spécialiste qu'il avait autrefois aidé à relocaliser sa mère âgée à travers le pays en urgence. Les faveurs, Robert l'avait appris, étaient une monnaie d'échange. Marcos était assis dans le couloir, les mains serrées autour d'une tasse de café qu'il n'avait pas touchée. Robert observa son fils. Le garçon qu'il avait élevé après la mort de sa femme d'un cancer quand Marcos avait 12 ans. Ils avaient été proches autrefois, avant que Stéphanie et sa famille ne creusent un fossé entre eux. « Raconte-moi tout !» dit Robert en s'asseyant à côté de lui. Marcos exhala lentement. « J'ai rencontré Stéphanie il y a 4 ans à l'ouverture d'une galerie d'art. Elle était différente à l'époque. Ou peut-être étais-je trop amoureux pour voir ce qui se cachait dessous. Sa famille m'a détesté dès le départ. À notre mariage, son père, Chad, ne m'a même pas serré la main. Sa mère, Donna, a passé la réception à dire à quiconque voulait l'entendre que Stéphanie jetait sa vie aux orties. Mais tu as essayé de faire fonctionner les choses. Je l'ai fait. Mon Dieu, papa, j'ai vraiment essayé. J'ai pris des projets commerciaux, du travail stable au lieu des murales que je voulais peindre. Nous avons emménagé dans cet appartement, celui dans l'immeuble de sa famille. J'aurais dû savoir que c'était un piège. Stéphanie gérait toutes les finances. Elle disait que c'était plus facile comme ça, que je pouvais me concentrer sur mon art. J'ai été si stupide. Robert secoua la tête. Tu faisais confiance à ta femme. Ce n'est pas stupide. Il y a 3 mois, les choses ont changé. Stéphanie a commencé à rentrer tard du travail chez la société familiale Compton Holdings. Il possède la moitié de l'immobilier commercial du centre-ville de Portland. Son frère Nate y travaille aussi.
Elle rentrait et critiquait tout, mon travail, ma façon de m'habiller, ma façon de parler. Puis elle a commencé à monter Sophie contre moi, en lui disant que papa ne gagnait pas assez d'argent, que nous serions mieux sans moi, et tu ne m'as rien dit. Les yeux de Marcos se remplirent de larmes. Elle disait que si j'allais te voir, elle demanderait le divorce et s'assurerait que je ne vois plus jamais Sophie. Sa famille a des avocats, des relations, je l'ai cru. Il y a 2 semaines, je suis rentré et elle était partie. Elle a pris la plupart des affaires de Sophie. Ses vêtements, tout. Elle a laissé un mot disant qu'elle restait chez ses parents, que je pouvais avoir des visites supervisées si je signais la garde. Tu n'as pas signé? Bien sûr que non. C'est ma fille. Donc la semaine dernière, 2 adjoints du shérif sont arrivés avec un avis d'expulsion. Stéphanie avait signé le bail en tant que locataire principal. Je n'étais qu'un occupant. Quand je suis allé à la banque, notre compte était vide. Elle avait transféré tout sur un compte à son nom seulement. Son avocat m'a servi les papiers le même jour. Divorce. Garde complète. Affirmant que j'étais un parent inapte parce que je ne pouvais pas fournir un logement stable, Robert serra la mâchoire. Où était Sophie pendant tout ça? Stéphanie l'a déposée il y a 3 jours, en disant qu'elle avait des affaires à régler et que je devais me montrer à la hauteur. Sophie était déjà malade. Je l'ai emmenée aux urgences, mais sans assurance. Stéphanie avait résilié notre police. Ils l'ont stabilisée et nous ont renvoyés avec des échantillons. J'ai dormi dans la fourgonnette, garée ici pour pouvoir la ramener si elle empirait. La voix de Marcos trembla. Je l'ai laissé tomber. Papa? J'ai laissé tomber ma petite fille. Robert serra l'épaule de son fils. Non, tu t'es battu pour elle? C'est tout ce qui compte. Maintenant, laisse-moi me battre pour vous deux. Le lendemain matin, Robert passa des appels depuis son bureau en centre-ville pendant que Marcos restait avec Sophie, son assistante, Elsa Gardner. Travaillait avec lui depuis 15 ans, elle savait que quand Robert utilisait ce ton particulier, les questions n'étaient pas les bienvenues. J'ai besoin de tout sur Compton Holdings et la famille Compton. Chad, Donna, Nat et Stéphanie, affaires commerciales, enregistrements immobiliers, procès, tout ce qui est enterré dans les registres publics. Et Elsa, je le veux pour cet après-midi. Considérez ça comme fait. Son deuxième appel fut pour Louis Lemans, un détective privé dont la sœur Robert avait autrefois aidé à disparaître d'un ex-mari violent. La spécialité de Louis était de trouver des choses que les gens ne voulaient pas qu'on trouve. Robert, ça fait un bail. J'ai besoin d'une surveillance sur une famille. Les Compton. Je veux savoir partout où ils vont. Tous ceux qu'ils rencontrent, toutes les transactions qu'ils font. Peux-tu commencer aujourd'hui? Pour toi, c'est déjà en cours? Qu'est-ce que je cherche précisément? Tout ce qui ne colle pas? Ces gens sont de l'argent ancien, mais l'argent ancien a toujours des secrets. Trouve-les. Le 3e appel fut plus délicat. Johnny Watson répondit à la première sonnerie. « Hutch, je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. » Johnny était un avocat, pas du genre corporate dans des tours de verre, mais du genre qui se battait dans les salles d'audience contre des gens qui pensaient que leur argent les rendait intouchables. Il avait gagné un procès contre une entreprise de fabrication qui avait essayé de rouler Robert sur un contrat des années auparavant. Depuis, il maintenait un respect mutuel. « J'ai besoin d'une représentation pour mon fils. » Une affaire de garde. La partie adverse est la famille Compton. Johnny siffla. « Compton Holdings. Tu ne joues pas petit. Ma petite fille est malade parce qu'ils ont jeté mon fils à la rue et volé son argent. Je me fiche de leur taille. J'en suis. Envoie-moi tout ce que tu as. » À 15 heures, Elsa avait compilé un dossier que Robert étudia avec une concentration froide. Compton Holdings possédait 43 propriétés commerciales à Portland. Avec des expansions récentes dans des développements résidentiels, Chad Compton siégeait à divers conseils d'administration de non-profit, toujours photographié aux événements caritatifs avec ce sourire artificiel. Donna présidait une fondation pour femmes. Nate avait diplômé de la Stanford Business School et travaillait comme vice-président du développement. Stéphanie occupait un poste nominal dans leur division de gestion immobilière. Sur papier, ils étaient des piliers de la communauté, mais Robert avait bâti sa carrière en comprenant ce qui se tramait sous la surface. « Il y a autre chose », dit Elsa en glissant un autre dossier sur son bureau, 3 propriétés que Compton Holdings a acquises l'année passée. Les prix d'achat semblent bas, significativement en dessous de la valeur marchande, et tous les 3 vendeurs étaient âgés, célibataires. Robert parcourut les documents. Possible exploitation de personnes âgées. Impossible à prouver pour l'instant, mais ça vaut la peine d'enquêter. Son téléphone sonna. Louis avait déjà quelque chose. Stéphanie Compton a rencontré son père et son frère ce matin à leur bureau. J'ai un contact dans leur immeuble. Selon eux,
Stéphanie célébrait. Elle a dit qu'elle s'était occupée du problème Marcos et qu'une fois l'audience de garde terminée, elle obtiendrait un bon règlement et pourrait passer à quelqu'un de mieux. L'expression de Robert ne changea pas, mais sa prise sur le téléphone se resserra, et pour le compte qu'elle a vidé, elle a transféré l'argent sur un compte offshore hier. Mon gars dit que les Compton ont déjà fait ça. De petites sommes qui n'attirent pas l'attention, ils sont prudents. Pas assez prudents. Continue de les surveiller. Robert s'adossa à sa chaise. Assimilant l'information, les Compton pensaient avoir affaire à un artiste qui ne pouvait pas riposter. Ils avaient orchestré cela à la perfection. Expulsion, vol, demande de garde, tout conçu pour écraser Marcos, tout en maintenant leur réputation immaculée. Ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient blessé sa famille. Robert ouvrit son ordinateur portable et commença à taper, ses doigts bougeant avec une efficacité exercée. Il avait passé 30 ans à bâtir un réseau de chauffeurs, de gestionnaires d'entrepôts, de superviseurs de dock, d'agents des douanes, des gens qui transportaient des biens et des informations à travers le pays, des gens qui lui devaient des faveurs, des gens qui comprenaient que Robert Archer payait toujours ses dettes et collectait toujours les leurs. Il était temps que les Compton apprennent que certains ne pouvaient pas être intimidés. Il était temps qu'ils apprennent ce qui arrivait quand on acculait un prédateur. La chambre d'hôpital était calme, sauf pour la respiration régulière de Sophie. Les antibiotiques faisaient effet, la couleur était revenue à ses joues, Marcos était assis près de son lit, tenant sa main. Robert entra avec du café et un dossier. « Elle va mieux ?» dit Marcos, le soulagement évident dans sa voix. « Oui ?» Le médecin dit qu'elle sortira dans 2 jours. Robert lui tendit le café. « Nous devons parler de ce qui vient ensuite. L'audience de garde est dans 3 semaines. L'avocat de Stéphanie a envoyé ses demandes. Elle veut la garde complète, une pension alimentaire, et elle affirme que je suis psychologiquement instable parce que j'étais sans abri. Elle n'obtiendra rien de tout ça. » Marcos leva les yeux. « Papa, ils ont de l'argent, des avocats. Nous aussi. Johnny Watson te représente. C'est le meilleur. Mais plus important, les Compton ont commis des erreurs tactiques. Ils ont bougé trop vite. Ils sont devenus trop confiants. » Robert ouvrit le dossier. L'expulsion était basée sur une clause de bail qui pourrait ne pas être légalement applicable. Le compte joint qu'ils ont vidé, c'est de l'abus financier. Stéphanie qui abandonne Sophie avec toi alors qu'elle était malade, puis qui affirme que tu es inapte, c'est des munitions pour nous? Mais est-ce que ça suffira? C'est un début. Les Compton pensent à qu'ils se battent contre un artiste sans ressources. Ils ne savent pas encore pour moi, et ils ne sauront pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Robert se pencha en avant. Voici ce qui va se passer. Tu vas emménager chez moi avec Sophie. Tu documenteras chaque conversation, chaque interaction avec Stéphanie. Johnny déposera une demande de garde d'urgence basée sur l'abandon de Stéphanie et ta situation de logement stable actuelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Robert sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Je vais m'assurer que quand ce sera fini, les Compton regretteront le jour où ils ont décidé de détruire ma famille. Papa, ne fais rien d'illégal. Je n'aurai pas besoin de ça. Les gens comme les Compton ont toujours des squelettes. Je vais juste ouvrir la porte du placard et les laisser tomber. Il se leva. Repose-toi. Demain, toi et Sophie rentrez à la maison avec moi. Et Marcos, ça se termine avec elle dans tes bras? En sécurité et en bonne santé, je te le promets. Après le départ de Robert, Marcos regarda sa fille endormie. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié. L'espoir. Ce soir-là, dans son bureau, Robert passa un appel de plus, celui-ci à Art Schaefer, un expert comptable forensique qui l'avait aidé à démêler un schéma de facturation frauduleuse d'un concurrent des années auparavant. « Art, j'ai besoin que tu audites une société pour moi. Compton Holdings. Je cherche tout ce qui est irrégulier, irrégularité fiscale. Transactions douteuses, tout ce qui sent mauvais. Peux-tu le faire discrètement? La discrétion est à ma spécialité. Donne-moi une semaine. » Robert raccrocha et contempla l'horizon de Portland. Quelque part dans cette étendue scintillante, les Compton célébraient leur victoire sur Marcos. Confiants dans leur pouvoir et leur intouchabilité, ils n'avaient aucune idée que la guerre venait de commencer. Et Robert Archer n'avait jamais perdu une guerre. Le domaine de la famille Compton se dressait dans les West Hills de Portland, une propriété étendue avec des jardins impeccables et une vue sur la ville. À l'intérieur, Stéphanie Compton était assise dans sa chambre d'enfance, faisant défiler son téléphone avec satisfaction. Les papiers du divorce étaient déposés, l'audience de garde était programmée, son avocat l'assurait que ce serait une formalité. Sa mère, Donna, frappa et entra, portant un verre de vin. « Tu te sens mieux, chérie ?»« Beaucoup. Je n'arrive pas à croire
que j'ai gaspillé 4 ans avec lui. Mon Dieu, maman, à quoi pensais-je? Tu étais jeune, ces choses arrivent. L'important, c'est que tu es libre maintenant et que Sophie grandira correctement. Donna s'assit sur le lit. Ton père et Nat ont discuté de ton avenir. Il y a ce avocat, le garçon Henriksen, très réussi, d'une bonne famille. Nous pensions peut-être un dîner la semaine prochaine. Stéphanie sourit. Ça semble parfait. En bas, Chad et Nate Compton examinaient des documents dans le bureau. Chad versa du bourbon, son expression satisfaite. L'appartement est déjà reloué à un taux plus élevé. Nous aurons de nouveaux locataires d'ici la fin du mois. Nate hocha la tête et Marcos est hors du tableau. Il n'a pas les ressources pour nous combattre. Son père est peut-être riche, mais Robert Archer est dans le fret, pas dans le droit. Il ne peut pas nous toucher. Quand même, garde un œil sur la situation. Je n'aime pas les fins en queue de poisson. Compris? Mais honnêtement, papedada, c'était presque trop facile. Marcos n'a rien vu venir. Chad leva son verre à la famille et à savoir quand couper le bois mort. Ils burent, ignorant qu'à travers la ville, Robert Archer démantelait systématiquement les fondations de tout ce qu'ils avaient bâti. Le lendemain matin, Robert alla chercher Marcos et Sophie à l'hôpital, sa maison dans les West Hills, délibérément choisie dans le même quartier exclusif que les Compton, avait été préparée pour leur arrivée. La chambre de Sophie était peinte de sa couleur préférée, le jaune. Avec de nouveaux meubles et des jouets, la chambre de Marcos avait un espace studio installé pour son art. « Papa, c'est trop », dit Marcos en regardant Sophie explorer sa nouvelle chambre avec un émerveillement ravi. « C'est la maison. Vous appartenez tous les deux ici ?» Robert s'accroupit au niveau de Sophie. « Eh, rayon de soleil, tu aimes ta chambre ?»« Papé, il y a un château de princesse ?» Sa voix était encore rauque, mais excitée. « C'est vrai. Et tu vas rester ici et devenir forte. »« D'accord. Est-ce que papa peut rester aussi ? Papa reste aussi longtemps qu'il veut. C'est votre maison maintenant. » Plus tard, après que Sophie se fut endormie, Robert et Marcos s'assirent dans le bureau. Johnny Watson avait envoyé les dépôts initiaux, garde d'urgence basés sur l'abandon et les conditions de vie instables actuelles du côté de Stéphanie. « L'audience est dans 10 jours. » expliqua Johnny via appel vidéo. « Nous arguons que Stéphanie a démontré son inaptitude en laissant un enfant malade avec son père dans une situation d'urgence. L'abus financier, vider le compte, résilier l'assurance. Joue aussi en notre faveur. L'expulsion est plus floue. Mais nous la contestons. Quelles sont nos chances ?» demanda Marcos. « Meilleure qu'hier. La maison de Robert fournit de la stabilité. Les dossiers médicaux montrant l'état de Sophie quand elle a été abandonnée aident, mais les Compton ont de l'influence. Ce ne sera pas facile. » Après l'appel, Marcos se tourna vers son père. « Merci pour tout ça. Tu es mon fils. Sophie est ma petite fille. Il n'y a rien à remercier. » Robert marqua une pause. « Mais il y a quelque chose que tu devrais savoir. Je ne me bats pas seulement pour cette bataille de garde. Je vais après les Compton eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils pensaient pouvoir te détruire sans conséquence. Je vais leur montrer qu'ils avaient tort. Tout ce qu'ils ont bâti, tout ce qu'ils valorisent, je vais le démonter pièce par pièce. Et quand j'aurai fini, ils souhaiteront n'avoir jamais entendu le nom Archer. » Marcos vit l'acier dans les yeux de son père, la même détermination qui avait bâti un empire logistique à partir de rien. Comment ? En utilisant la même chose qui les faisait penser qu'ils étaient intouchables, leur arrogance. Les gens qui croient être au-dessus des conséquences deviennent négligents. Ils laissent des traces, et je suis très bon pour suivre les traces. Robert se leva. « Repose-toi. Demain, nous commençons à riposter. » Ce soir-là, Elsa envoya un email crypté à Robert. L'enquête de Louis avait révélé quelque chose d'intéressant. Nate Compton faisait des visites régulières à une propriété commerciale que Compton Holdings ne possédait pas. La propriété était listée sous une société écran, mais le timing des visites, toujours tard le soir, soulevait des questions. Robert transmit l'information à Art Schaeffer avec une note simple. Creuse plus profond. Les Compton n'avaient aucune idée que les murs se refermèrent déjà et que Robert Archer ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, Art Schaeffer appela avec des nouvelles. « Robert, tu avais raison d'être suspicieux. Compton Holdings a un schéma d'acquisition de propriétés en dessous de la valeur marchande auprès de vendeurs âgés. J'en ai trouvé 7 au cours des 3 dernières années. Dans chaque cas, à honneur, le vendeur était célibataire, plus de 70 ans, et est décédé dans les 6 mois suivant la vente. » Le sang de Robert se glaça. Cause naturelle. Sur papier, oui, mais le schéma est préoccupant. Tous les 7 ont signé une procuration à un gestionnaire de soins peu avant les ventes.
Ce gestionnaire travaille pour une société détenue par Donna Compton, abus sur personnes âgées. Presque certainement, mais le prouver nécessite plus que des schémas. Nous aurions besoin de témoignages de famille, de dossiers médicaux, de preuves de coercition. Ces cas sont durs à poursuivre. Et pour la société écran que Nate visite, je creuse encore, mais j'ai trouvé autre chose. Compton Holdings est lourdement endetté, bien plus que leur dépôt public ne le suggère. Ils ont pris des prêts à haut intérêt auprès de prêteurs privés pour financer leur expansion. Si leur flux de trésorerie était perturbé, ils seraient en grave difficulté. Robert assimila cela. Les Compton n'étaient pas aussi financièrement sécurisés qu'ils paraissaient. Et s'ils étaient impliqués dans des abus sur personnes âgées, c'était à la fois moralement répréhensible et légalement actionnable. Continue de creuser. Je veux tout. Son appel suivant fut pour Louis, la propriété que Nat visite. Peux-tu entrer dedans ? Déjà devant toi, c'est un entrepôt dans le quartier industriel, pas de caméra à l'intérieur. Mais j'ai une surveillance extérieure, quoi qu'il y fasse, il ne veut pas que ce soit documenté. Drogues, bien volé, impossible à dire sans entrer, mais j'ai un gars qui pourrait être prêt à jeter un œil, un ancien ouvrier d'entrepôt qui connaît la configuration. Pour le bon prix, il peut nous obtenir des photos. Fais-le, mais dis-lui d'être prudent. Si ça tourne mal, je ne veux pas que quelqu'un soit blessé. Compris ? Robert raccrocha et revit sa stratégie. L'audience de garde était dans 6 jours. Johnny bâtissait un dossier solide, mais les Compton avaient de l'influence sur les juges locaux. Robert avait besoin d'un levier, quelque chose de si dommageable qu'il reculerait plutôt que de risquer l'exposition. Le schéma d'abus sur personnes âgées était prometteur, mais le prouver prendrait du temps. L'entrepôt pourrait être la clé. Si Nate était impliqué dans quelque chose d'illégal, cela ébranlerait la réputation de la famille et pourrait déclencher une enquête criminelle. Mais Robert avait besoin de plus. Il avait besoin de quelque chose d'immédiat et d'irréfutable. Son téléphone vibra. Un texto de Johnny. L'avocat de Stéphanie demande une réunion. Dit qu'elle veut discuter des termes avant l'audience. Robert sourit sombrement. Il devenait nerveux. La réunion eut lieu dans une salle de conférence neutre en centre-ville. Stéphanie était assise avec son avocat, une femme polie nommée Michelle Schroeder. Spécialisée dans les divorces de haute valeur nette, Marcos était assis avec Johnny et Robert, qui avaient insisté pour assister malgré les objections de Michelle. « Archer n'est pas parti à ces procédures, » dit Michelle froidement. « Archer fournit logement et soutien à son fils et sa petite-fille, » répondit Johnny. « Il a tout à fait le droit d'être ici. » Stéphanie semblait mal à l'aise, ses yeux passant de son avocat à Robert. Elle s'attendait à un Marcos brisé, seul et désespéré. Au lieu de cela, elle faisait face à un front uni. « Allons droit au but, » dit Michel. « Ma cliente est prête à réduire ses demandes de garde à une garde conjointe avec résidence principale chez elle. En échange, Archer retire toutes les allégations d'abus financiers et d'abandon. Johnny ne jeta même pas un œil à ses notes. Votre cliente a abandonné un enfant malade avec son père, vidé leur compte joint et résilié leur assurance santé. Elle n'a aucun levier ici. Nous demandons la garde complète avec visite supervisée pour Madame Archer. » L'expression de Michel se durcit. La famille Compton a des ressources significatives. Traîner cela dans une bataille judiciaire prolongée ne bénéficiera à personne, surtout pas à l'enfant. « Est-ce une menace ?» demanda Robert calmement. « C'est une réalité. Les Compton peuvent survivre financièrement à n'importe quel adversaire. Il serait prudent de régler maintenant sur des termes raisonnables. » Robert se pencha en avant. Sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. À vous et votre cliente, j'ai bâti ma société à partir de rien. J'ai négocié avec des patrons syndicaux, des bureaucrates gouvernementaux et des raideurs d'entreprises. Les Compton ne m'intimident pas. Donc, voici ma réalité. Nous allons en cours et quand nous gagnerons, Madame Archer aura de la chance d'avoir une visite supervisée une fois par mois. » Stéphanie parla pour la première fois, sa voix tremblant légèrement. « Vous ne pouvez pas gagner. Ma famille. Votre famille va avoir de plus gros problèmes bientôt. » interrompit Robert. « De bien plus gros problèmes que cette affaire de garde. » Michel se leva abruptement. « Je pense que nous en avons fini. Nous nous verrons en cours, après leur départ. » Marcos exhala. C'était intense. « Ils ont peur ?» observa Johnny. « Offrir une garde conjointe sitôt signifie qu'ils s'inquiètent de l'angle abandon. Nous les avons mis sur la défensive. » Robert ne dit rien. Son esprit déjà tourné vers la phase suivante. La nervosité de Stéphanie était révélatrice. Les Compton étaient habitués à écraser l'opposition par l'intimidation et les ressources, mais ils n'étaient pas habitués à des adversaires qui ripostaient systématiquement.
Ce soir-là, Louis appela avec une mise à jour. « Mon gars est entré dans l'entrepôt. Robert, tu ne vas pas le croire. Il est plein de matériaux de construction, de fils de cuivre, de fixtures coûteuses, d'appareils haut de gamme, tous encore dans leurs emballages d'origine. Volès, on dirait bien. Mais voici la partie intéressante. Les factures que mon gars a photographiées correspondent à plusieurs projets de construction de Compton Holdings. Ils achètent des matériaux au prix fort pour leur développement, puis stockent des matériaux identiques dans cet entrepôt. Robert comprit immédiatement « fraude à l'assurance ». Ils déclarent des vols sur leur chantier, obtiennent des paiements d'assurance, puis revendent les matériaux volés. Exactement, c'est en fait brillant si on ignore l'aspect fraude massive. Ils l'ont probablement fait sur une douzaine de projets. Peux-tu obtenir plus de documentation? Déjà en train. Mais Robert, s'ils ont vent de cette enquête, ils videront cet entrepôt du jour au lendemain. Alors on bouge vite. Je veux chaque preuve documentée dans les 48 heures. Photos, factors, tout. Tu l'as. Robert s'adossa. Les pièces se mettaient en place. Abus sur personnes âgées, fraude à l'assurance et un schéma de manipulation financière. Les Compton avaient bâti leur empire sur l'exploitation et la fraude, protégés par leur réputation et leur statut social, mais les réputations pouvaient être détruites. Et Robert avait tous les outils nécessaires pour le faire précisément. L'audience de garde était dans 5 jours. Mais Robert ne prévoyait pas d'attendre aussi longtemps. Il était temps de commencer la démolition. Le lendemain matin, Robert appela une vieille amie au Portland Tribune, Martha Snyder. Elle était journaliste d'investigation depuis 20 ans, avec une réputation pour briser des histoires que d'autres ne touchaient d'au pas. « Martha, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Robert Archer appelant avec un tuyau, « Ça doit être bon. C'est sur Compton Holdings et un schéma d'abus sur personnes âgées dans leurs acquisitions immobilières. Je t'envoie des documents. 7 cas où des propriétaires âgés ont vendu des propriétés en dessous de la valeur marchande, puis sont décédés peu après. Tous ont signé une procuration à un gestionnaire de soins employé par la société de Donna Compton. Il y eut une pause. Les Compton, Robert, ils sont l'une des familles les plus respectées de Portland. Et ils ont de très bons avocats. Je sais, c'est pourquoi je te donne la documentation pour que tu vérifies indépendamment si l'histoire tient. Elle est à toi. Mais Martha, il y a un élément temporel. J'ai besoin que ça soit publié avant la fin de la semaine. C'est un délai serré pour ce niveau d'enquête. Je comprends, mais il y a une petite fille impliquée, ma petite fille, et les Compton essaient de la prendre à son père. J'ai besoin que la vérité sur cette famille sorte avant l'audience de garde. Martha resta silencieuse un moment. Envoie-moi tout, je verrai ce que je peux vérifier. Mais Robert, si ça ne tient pas, ça tiendra, je te le garantis. Il envoya les fichiers puis appela Art Schaeffer. J'ai besoin que tu parles à Martha Snyder aux tribunes. Elle enquête sur l'angle abus sur personnes âgées. Donne-lui accès à ton analyse. Avec plaisir. Mais Robert, même si l'histoire sort, les Compton peuvent prétendre que c'est une vendetta liée à ton affaire de garde. Laisse-les. Une fois l'histoire sortie, d'autres familles se manifesteront. Des gens qui avaient trop peur pour parler avant verront qu'ils ne sont pas seuls. Les Compton ne pourront pas enterrer ça. Ensuite, il contacta Johnny Watson. Nous devons amender notre dépôt de garde. Je veux inclure des preuves sur les pratiques commerciales de la famille Compton, spécifiquement leur implication dans des abus sur personnes âgées et de la fraude. Ça va au caractère et au jugement. C'est agressif. Le juge pourrait le voir comme une tactique de diffamation ou le juge pourrait le voir comme un contexte pertinent pour expliquer pourquoi Stéphanie a appris à manipuler et exploiter les autres. Elle a vidé le compte de mon fils et abandonné son enfant malade. C'est le même schéma d'exploitation que ses parents utilisent en affaires d'un. Johnny réfléchit. Je peux faire cet argument, mais nous devons être prudents. Si nous en faisons trop, ça pourrait se retourner contre nous. Nous n'en ferons pas trop. Nous présenterons juste les faits et laisserons le juge tirer les conclusions. Les pièces bougeaient, l'enquête sur l'entrepôt était en cours, l'article de journal était en développement, l'affaire de garde se renforçait, mais Robert savait que les Compton ne resteraient pas inactifs. Il avait raison. Cet après-midi-là, Marcos reçut un appel de Stéphanie. « Ne raccroche pas » dit-elle rapidement. « J'ai besoin de te parler en personne. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. Marcos, c'est à propos de Sophie. Rencontre-moi au café sur 3rd Street. Dans 1 heure ? Juste toi. » Marcos regarda son père qui avait entendu en haut-parleur. « C'est un piège, » dit Robert platement. « Peut-être. Mais et si ce n'était pas ? Et si elle voulait vraiment arranger les choses ? » Robert étudia le visage de son fils. L'espoir là,
Le désir désespéré de croire que la femme qu'il aimait pouvait encore avoir une once de décence. Si tu y vas, je viens avec toi, et Louis sera là aussi, à surveiller. 1 heure plus tard, Marcos était assis dans le café pendant que Robert et Louis observaient depuis un véhicule de l'autre côté de la rue. Stéphanie arriva avec Nate, ce qui confirma immédiatement les soupçons de Robert. À travers le microphone longue porté de Louis, ils entendirent clairement la conversation. « Je voulais parler de Sophie », commença Stéphanie, sa voix douce et raisonnable. « Ce combat n'est pas bon pour elle. Alors abandonne l'affaire de garde. Laisse-moi la garder. » Nate se pencha en avant. « Ce n'est pas réaliste. Marcos, tu es sans emploi. Tu vivais dans une fourgonnette. Aucun juge ne te donnera la garde. J'ai une maison maintenant, de la stabilité, et je suis son père. Une maison fournie par ton père, dit Stéphanie. Mais combien de temps ça durera ? Robert ne rajeunit pas. Que se passera-t-il quand il ne pourra plus te soutenir ? La mâchoire de Marcos se serra. Qu'est-ce que vous voulez ? Stéphanie, je veux que nous réglions ça raisonnablement. J'accepte la garde conjointe si tu signes sur tes droits parentaux concernant les décisions majeures, éducation, soins médicaux, résidence, et tu acceptes de ne faire aucune déclaration publique sur notre famille dans le véhicule. L'expression de Robert s'assombrit. Ils essayent de le bâillonner. Ils savent que quelque chose arrive. Louis hocha la tête. Ils s'inquiètent de l'enquête. Quelqu'un les a prévenus ? De retour dans le café, Marc s'y lève. Je ne signe pas sur mes droits. Sophie était ma fille. Si tu veux la garde, batte-toi en cours. La façade agréable de Nate tomba. Tu fais une erreur ? Ma famille a des connexions que tu ne peux pas imaginer. Juge, advocate, officiel de la ville. Nous t'enterrerons. Essayez. Tandis que Marcos partait, Stéphanie cria après lui. Tu vas la perdre, Marcos, et ce sera ta faute. Robert regarda son fils sortir la tête haute, fier de lui, puis il se tourna vers Louis. Il panique, double la surveillance. Je veux savoir chaque mouvement qu'ils font. Ce soir-là, Martha Snyder appela. Robert, j'ai vérifié 4 des 7 casses. Des familles et des défunts vendeurs sont prêtes à parler. Certaines étaient suspicieuses, mais ne savaient pas quoi faire. Une fille a essayé de déposer une plainte auprès des services de protection des adultes, mais on lui a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. Quand peux-tu publier ? J'ai besoin de 2 jours de plus pour verrouiller les cas restants et obtenir une revue légale. Ça va exploser. Robert. Les Compton viendront après moi et le journal. Peux-tu gérer avec ce que j'ai ? Absolument. C'est le genre d'histoire qui finit ou fait des carrières. Alors vas-y. Et Martha ? Merci. Ne me remercie pas encore. Voyons si j'ai encore un job la semaine prochaine. 2 jours plus tard, le Tribune publia l'histoire en première page. Famille proéminente de Portland, liée à des abus sur personnes âgées dans des affaires immobilières. L'article détaillait le schéma de vente douteuse, le lien avec la société de gestion de soins de Donna Compton et incluait des interviews déchirantes avec des familles qui sentaient que leurs proches âgés avaient été manipulés. La réponse fut immédiate et explosive. La famille Compton entra en mode crise. Chad tint une réunion d'urgence avec leurs avocats et leur équipe de relations publiques. La salle de conférence chez Compton Holdings bourdonnait de tension. C'est une pièce à charge orchestrée par Robert Archer, insista Chad. C'est une représaille pour l'affaire de garde. Leur avocat principal, un homme aux yeux perçants nommé Ed Baker, secoua la tête. Le timing est suspect, mais la documentation est solide. Le Tribune a vérifié ses sources. Nous ne pouvons pas balayer ça comme une fabrication. Donna semblait pâle, sa composure habituelle ébranlée. Je n'ai rien fait de mal. La société de gestion de soins fournit des services légitimes. Si certaines familles sentent que leurs proches ont été contraints, c'est malheureux, mais ce n'est pas criminel. Ça le sera si le procureur décide d'enquêter, répondit Ed. Et avec ce genre de publicité, ils devront au moins examiner. Nate frappa du poing sur la table. C'est exactement ce qu'Archer voulait. Détruire notre réputation pour que nous ayons l'air mauvais à l'audience de garde. Ça marche ? Dit Stéphanie calmement. J'ai eu 3 amis qui m'ont texté ce matin pour demander si l'histoire est vraie. Les gens parlent. Chad se leva, le visage rouge de colère. Nous ripostons fort. Déposons une plainte pour diffamation contre le Tribune et Robert Archer. Traînons-le en cours. Faisons-lui regretter d'avoir croisé notre chemin. Ed leva la main. C'est une terrible idée. Ça paraîtrait comme si nous essayions de faire taire un journalisme légitime. Et si nous poursuivons Archer, ses avocats obtiendront l'accès à tous vos dossiers commerciaux en découverte des... Vous voulez vraiment ça ? La pièce devint silencieuse. Qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Donna finalement. On contient les dommages et mettez une déclaration niant tous mes faits.
Mettez l'accent sur votre travail caritatif et espérez que ça passe avant l'audience de garde. Mais ça ne passa pas. Cet après-midi-là, 3 autres familles se manifestèrent avec des histoires similaires. Le bureau du procureur de district annonça un examen préliminaire et les services de protection des adultes ouvrirent une enquête sur la société de gestion de soins de Donney. À la maison de Robert, Marcos regarda la couverture médiatique avec un mélange de choc et de culpabilité. « Papa, je ne voulais pas que tu les détruises. Je voulais juste récupérer Sophie. Robert éteignit la télévision, je ne les ai pas détruits. Ils se sont détruits eux-mêmes par des années d'exploitation. J'ai juste fait en sorte que les gens sachent la vérité. » Il posa une main sur l'épaule de son fils. « Les Compton ont blessé beaucoup de gens, pas seulement toi et Sophie. Ils méritent de faire face aux conséquences, mais et si ça rend l'affaire de garde plus difficile? Ça ne le fera pas? Leur avocat avait raison. Ça les fait mal paraître. Et demain, quand nous entrerons dans cette salle d'audience, le juge verra Stephanie Compton sous un jour très différent. » L'audience de garde commença le lendemain matin dans une salle comble. La juge Rebecca Moreau, connue pour son approche sans fioriture en droit familial, examina les dossiers avec une expression sévère. Stephanie était assise avec Michel Schroeder. Paraissant poli et composé malgré le cirque médiatique autour de sa famille, Marcos était assis avec Johnny et Robert. Autorisé à assister en tant que personne de soutien, Johnny ouvrit avec une présentation directe des faits. L'abandon de Sophie par Stephanie alors que l'enfant était malade, le vidage du compte joint, la résiliation de l'assurance. Des dossiers médicaux documentaient l'état de Sophie. Des photos montrèrent la fourgonnette dans laquelle il vivait. Michel contre-attaqua avec des témoins de caractère qui témoignèrent de la dévotion de Stephanie en tant que mère pendant le mariage. Elle produisit des enregistrements financiers montrant les revenus sporadiques de Marcos et argua que les actions de Stephanie étaient nécessaires pour protéger l'avenir de sa fille. Mais quand Johnny contre-interrogea Stephanie, des fissures apparurent. « Madame Archer, quand vous avez laissé votre fille avec son père le 10 novembre, montrait-elle des symptômes de maladie? Elle avait une légère toux. Les dossiers médicaux indiquent une fièvre de 39 thermométres et des difficultés respiratoires. Avez-vous emmené à un médecin avant de la laisser avec votre mari? Je pensais que c'était juste un rhume. Mais vous ne l'avez pas emmenée chez un médecin? Non. Et pourtant, vous affirmez que mon client est le parent inapte. Michel objecta. Mais le dommage était fait. L'expression de la juge Moreau était passée de neutre à sceptique. Johnny continue. Madame Archer, avez-vous vidé votre compte joint avec M? Archer le 7 novembre. J'ai transféré mon argent sur un compte séparé. Votre argent. Le compte était joint. Vous avez retiré 10 550 €. La totalité du solde, sans informer votre mari. Avez-vous considéré qu'il pourrait avoir besoin de ces fonds pour des dépenses? Pour les soins médicaux de votre fille, j'ai supposé qu'il trouverait une solution. Vous avez supposé qu'il trouverait comment payer des soins médicaux sans argent, sans assurance et sans maison. Objection, dit Michel sèchement. Argumentatif, soutenu, dit la juge. Mais j'aimerais entendre la réponse. Stephanie bafouilla. J'étais contrarié. Nous divorcions. Je n'ai pas pensé à... Vous n'avez pas pensé au bien-être de votre fille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Johnny marqua une pause, laissant le moment planer. Plus de questions. Robert regarda Stephanie se recomposer, son avocat murmurant urgemment. La femme confiante qui les avait rencontrés des jours auparavant avait disparu, remplacée par quelqu'un qui paraissait de plus en plus piégé, puis ce fut au tour de Marcos de témoigner. Johnny le guida à travers la chronologie. Le mariage, le contrôle croissant de la famille de Stephanie, l'isolement, et enfin l'expulsion et l'abandon. M. Archer. Pourquoi n'avez-vous pas contesté l'expulsion? Je ne savais pas que je pouvais. Stephanie avait signé le bail, je pensais n'avoir aucun droit, et le compte joint, je lui faisais confiance. Elle gérait nos finances, je ne vérifiais pas le solde régulièrement. La voix de Marcos se raffermit. Je sais que c'était naïf, je sais que j'aurais dû être plus impliqué, mais j'essayais de sauver notre mariage, j'essayais d'être le mari qu'elle voulait que je sois. Que s'est-il passé quand Stephanie vous a apporté Sophie le 10 novembre? Sophie brûlait de fièvre. Elle pouvait à peine respirer. Je l'ai emmenée aux urgences immédiatement. Ils m'ont donné des échantillons d'antibiotiques et dit de revenir si elle empirait. Je suis resté sur le parking de l'hôpital parce que j'avais peur qu'elle arrête de respirer dans la nuit. Pourquoi n'avez-vous pas contacté votre père plus tôt? Marcos regarda Robert. Parce que j'avais honte, j'avais laissé tomber ma fille. J'avais laissé tomber ma famille, mais quand Sophie est devenue vraiment malade et que je n'avais nulle part où aller, je n'avais pas le choix. Et mon papa, il nous a sauvés.
Le contre-interrogatoire de Michel essaya de peindre Marcos comme irresponsable et financièrement instable, mais ses réponses étaient simples et honnêtes. Oui, ses revenus étaient irréguliers. Oui, il avait fait des erreurs, mais il n'avait jamais abandonné sa fille. Il ne l'avait jamais mise en danger. Quand les témoignages se conclurent, la juge Moreau appela une brève pause. Robert et Marcos sortirent dans le couloir. « Tu t'es bien débrouillé ?» dit Robert. « J'ai juste dit la vérité. Parfois, c'est suffisant. » Quand la cour reprit, la juge Moreau rendit sa décision. « J'ai examiné toutes les preuves et témoignages dans cette affaire. Bien que les deux parents aiment clairement leur enfant, les actions prises par Madame Archer, spécifiquement abandonner un enfant malade, vider le compte joint et résilier l'assurance santé pendant un divorce, démontrent un jugement extrêmement pauvre. M. Archer, bien que financièrement instable à l'époque, a montré une préoccupation appropriée pour le bien-être de sa fille et a cherché de l'aide quand nécessaire. Étant donné que M. Archer réside maintenant dans un environnement domestique stable fourni par son père, j'accorde la garde primaire temporaire à Nem Archer avec visite supervisée pour Madame Archer. Nous revisiterons la garde permanente dans 3 mois. Stéphanie Alta. Michel demanda immédiatement une reconsidération. Mais la juge fut ferme. Ma décision tient. La cour est ajournée dehors, sur la place. Marcos serra Robert dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. On a gagné. On a vraiment gagné. Tu as gagné, corrigea Robert. Tu t'es battu pour ta fille et tu as gagné de l'autre côté de la place. La famille Compton se regroupa en un cercle serré et en colère. Le visage de Chad était orageux. Donna paraissait dévastée. Et Stéphanie sanglotait pendant que Nate essayait de la consoler. Robert les observa avec une satisfaction froide. Ce n'était que le début. Ce soir-là, Louis appela avec des nouvelles sur l'enquête de l'entrepôt. Nous avons tout documenté, mais il y a plus. J'ai suivi les mouvements de Nate et il a rencontré quelqu'un de suspect hier soir, un gars nommé César Edwards. Il est lié au crime organisé, spécifiquement au réseau de vol de cargaison. Les instincts de Robert s'allumèrent. Compton Holdings utilise des compagnies de fret pour leurs fournitures de construction. Je suggère que la fraude à l'assurance pourrait être plus grande que nous pensions. Et si ce n'était pas juste des vols faux déclarés? Et s'ils facilitèrent de vrais vols, obtenaient des paiements d'assurance, puis rachetaient leurs propres matériaux via des intermédiaires à une fraction du coût? Ça impliquerait plusieurs délits, fraude à l'assurance, vol organisé, blanchiment d'argent, exactement. Et si nous pouvons prouver la connexion de Nate à Edwards? Nous les avons surtout. Robert réfléchit vite. Peux-tu obtenir des preuves de la connexion? Je peux essayer, mais nous entrons en territoire dangereux. Ce ne sont pas juste des fraudeurs riches. S'ils travaillent avec le crime organisé, ils sont connectés à des gens dangereux. Je n'ai pas commencé ce combat, Louis, mais je vais le finir. Obtiens les preuves. Le lendemain, Art Schaeffer appela avec son rapport final sur les finances de Compton Holdings. Robert, ils sont en grave difficulté. Les prêts que j'ai mentionnés arrivent à échéance dans les 60 prochains jours. Les prêteurs sont des firmes de private equity avec une réputation pour des recouvrements brutaux. Si Compton Holdings ne peut pas payer, ils perdront tout, leurs propriétés, leurs sociétés, leurs actifs. Combien doivent-ils? Et avec l'enquête sur les abus sur personnes âgées qui tankent leur réputation, ils perdent des affaires. Des locataires rompent des baux, de nouveaux accords tombent à l'eau. Ils sont dans une spirale mortelle. Que se passerait-il si leur police d'assurance était soudainement résiliée? Art fut silencieux un moment. Ça accélérerait l'effondrement sans assurance. Ils ne peuvent pas obtenir de nouveaux financements ou maintenir les contrats existants. Pourquoi demandes-tu? Juste en pensant à l'avance. Merci. Art. Robert passa un appel de plus, celui-ci à un vieil ami dans une grande compagnie d'assurance. 20 minutes plus tard, il raccrocha avec un sourire. Les polices de Compton Holdings seraient examinées dans les 48 heures. Des tuyaux anonymes sur une fraude potentielle avaient atteint les bonnes personnes. La compagnie d'assurance conduirait sa propre enquête et pendant ce temps, toutes les polices seraient suspendues. Les Compton manquaient de temps et d'options et Robert était sur le point de fermer le piège final. 3 jours plus tard, les dominos commencèrent à tomber rapidement. D'abord, le procureur de district annonça une enquête formelle sur les allégations d'abus sur personnes âgées. 2 familles déposèrent des poursuites civiles contre la société de gestion de soins de Donna Compton. Les services de protection des adultes révoquèrent la licence de la société en attendant examen. Deuxièmement,
La compagnie d'assurance de Compton Holdings suspendit leur police et lança une enquête sur fraude basée sur des irrégularités dans plusieurs réclamations de vol. Troisièmement, le Portland Tribune publia un article de suivi reliant Nate Compton à des associés connus de réseaux de vol de cargaison, complet avec des photographies de lui rencontrant César Edwards. Chad Compton convoqua une réunion d'urgence du conseil chez Compton Holdings. La salle de conférence était tendue. Plusieurs membres du conseil notablement absents. C'est une attaque coordonnée, insista Chad. Robert Archer est derrière tout ça. Les articles de journal, les enquêtes, tout, Ed Baker. Leur avocat paraissait épuisé. Même si c'est vrai, les preuves sont réelles. Le procureur a de la documentation, la compagnie d'assurance a ses propres enquêteurs, et la photo de Nate avec Edwards est accablante. Nate parle, sa voix défensive. Je l'ai rencontré une fois pour un projet de construction. C'est tout. Je ne savais pas qu'il était connecté à... Peu importe ce que tu savais, interrompit Ed. Ce qui importe, c'est ce que ça paraît. Et ça paraît que Compton Holdings est impliqué dans le crime organisé. Les mains de Donna tremblaient, tandis qu'elle versait de l'eau. Ça ne peut pas arriver. Notre famille est à Portland depuis des générations. La réputation de votre famille est détruite. Dit un membre du conseil sans détour. Je démissionne avec effet immédiat. Je ne peux plus être associé à cette société. Deux autres suivirent. Chad frappa du poing sur la table. Nous pouvons combattre ça. Nous avons des ressources, des avocats. Vous avez 12 750 000 € de dettes à échéance et aucun moyen de payer, dit Ed platement. Votre assurance est suspendue, votre réputation ruinée et des enquêtes criminelles en cours. Chad, c'est fini. La meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est de coopérer avec les enquêteurs et essayer d'éviter la prison. La pièce devint silencieuse. Stephanie, qui avait été calme tout du long, parle enfin. C'est à propos de Sophie. N'est-ce pas? Archer fait ça parce que nous avons essayé de la prendre. Il fait ça parce que vous lui avez donné les munitions, répondit Ed. Chaque crime, chaque fraude, chaque décision immorale que votre famille a prise au fil des ans, il l'a juste exposée. Vous vous êtes fait ça à vous-même. Ce soir-là, Robert reçut un appel de Johnny Watson. L'avocat de Stephanie m'a contacté. Elle veut céder la garde complète à Marcos immédiatement. Pas de combat pour les visites, pas d'appel. Elle veut juste en sortir. Robert ressentit une satisfaction sombre. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Probablement la réalisation que sa famille est sur le point d'être inculpée pour plusieurs délits. Elle ne peut pas combattre une bataille de garde depuis la prison. Place, je pense qu'elle n'avait pas compris à quel point les choses étaient mauvaises jusqu'à maintenant. Mets-le par écrit. Je veux que ce soit verrouillé avant qu'elle change d'avis. Dans les 24 heures, l'accord de garde fut signé. Sophie était légalement la fille de Marcos, avec Stéphanie renonçant volontairement à tous ses droits parentaux. Quand Marcos dit à Sophie qu'elle resterait avec lui et papy pour toujours, la petite fille jeta ses bras autour de son cou. Pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, rayon de soleil, Robert observa depuis la porte, ressentant la première vraie paix qu'il avait eue depuis des semaines. Sa famille était en sécurité, sa petite fille était à la maison, mais le règlement de compte des Compton n'était pas encore fini. L'effondrement final vint rapidement. Des enquêteurs fédéraux, alertés par l'affaire de fraude à l'assurance, commencèrent à examiner les enregistrements financiers de Compton Holdings. Ils découvrirent un réseau d'activités illégales, le schéma de fraude à l'assurance. Des pots de vin de contractants, du blanchiment d'argent via des sociétés écrans et des connexions au crime organisé. Chad et Nate furent arrêtés et inculpés de plusieurs délits. Donna fit face à des accusations liées au schéma d'abus sur personnes âgées. Stephanie, qui avait été périphériquement impliqué dans l'entreprise familiale, se vit offrir l'immunité en échange de son témoignage. Le domaine des Compton fut saisi comme produit d'activité criminelle. Leurs propriétés passèrent sous séquestre. La société qui avait dominé l'immobilier de Portland pendant des décennies fut dissoute. Ses actifs vendus pour payer les dettes et les restitutions aux victimes. Martha Snyder gagna un prix de journalisme pour sa série d'investigations. Les familles des victimes âgées reçurent des règlements des actifs restants de la société et les services de protection des adultes mirent en place de nouvelles régulations de surveillance pour les sociétés de gestion de soins. Robert se tenait dans la salle d'audience quand Chad et Nate furent condamnés. Chad reçut 8 ans pour fraude et racket. Nate en eut 12 pour son implication directe avec le crime organisé. Don, qui avait coopéré avec les enquêteurs, reçut 5 ans de probation et fut interdite de tout rôle en soins aux personnes âgées. Tandis qu'ils étaient emmenés, Chad regarda à travers la salle et croisa les yeux de Robert. La reconnaissance y était claire. Il comprenait maintenant qui avait orchestré sa chute.
Robert soutint son regard fermement, pas de triomphe dans son expression, juste une certitude froide que la justice avait été rendue dehors. Marcos attendait avec Sophie. « C'est fini ?» demanda Marcos. « C'est fini », confirma Robert. « Je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé. Comment ils se sont juste effondrés ? Ils ont bâti leur empire sur l'exploitation et la fraude. Les empires comme ça tombent toujours, éventuellement. J'ai juste aidé à ce que ça arrive un peu plus vite. » Robert regarda son fils. « Ce qui compte maintenant, c'est d'aller de l'avant. Tu as Sophie ? Tu as ton art ? Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Marcos fut silencieux un moment. « Je veux recommencer à peindre. Du vrai peinture ? Pas juste du travail commercial. Sophie me demande de lui apprendre. Alors apprends-lui, montre-lui que créer quelque chose de beau est sa propre récompense. Que l'intégrité compte plus que l'argent ou le statut. Tu m'as montré ça aussi ? Papa, je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps de m'en souvenir. » Robert serra son fils dans ses bras. « Tu n'as jamais oublié, tu avais juste besoin d'un rappel. 6 mois plus tard. » Marcos tint sa première ouverture de galerie en disant « Les peintures reflétaient son parcours, l'obscurité de la perte et de la trahison, la lumière de la rédemption et de la famille. » La petite peinture de Sophie de Tournesol était accrochée à une place d'honneur, étiquetée « Artiste Sophie Archer ». Âgée de 6 ans, la galerie était bondée d'amis, de collectionneurs d'art et de médias. Robert se tenait à l'arrière, regardant son fils se délecter d'une reconnaissance bien méritée. Louis Lemann s'approcha avec une bière. Belle affluence. Marcos est talentueux. Les gens le voient enfin. Tu sais que les Compton ont fait appel de leur sentence. J'ai entendu dire qu'ils perdront. Tu sembles certain ? Je le suis. Les preuves étaient accablantes et ils n'ont plus de levier. Ils sont finis. Robert prit une gorgée de sa boisson. Comment va ta sœur ? Elle prospère. Elle demande de tes nouvelles parfois. Elle dit que tu lui as sauvé la vie. Je l'ai juste aidée à recommencer. Elle s'est sauvée elle-même, la même chose que tu as faite pour Marcos. Robert secoua la tête. Marcos s'est sauvé lui-même. Et Sophie. Il avait juste besoin de l'opportunité de le faire. Tandis que la soirée avançait, Sophie tira sur la main de Robert. « Papé, as-tu vu ma peinture ? » ?»« Oui, elle est belle. Papa dit que je vais être une grande artiste un jour. » »« Je le crois. Tu m'aideras à peindre plus de tournesols demain ?» Robert s'accroupit à son niveau. Cette petite fille, qui avait été si malade et effrayée des mois auparavant, maintenant en bonne santé, heureuse et pleine de rêves, j'adorerais plus tard, alors que la galerie se vidait et que Marcos traitait avec des collectionneurs intéressés par son travail, Robert sortit dans la soirée fraîche de Portland. Son téléphone vibra avec un email, un rapport trimestriel d'Archer Freight Solutions. La société prospérait, s'étendant à de nouveaux marchés, mais pour la première fois en 30 ans, Robert ne pensait pas aux affaires. Il pensait à son fils, retrouvant sa voix à travers l'art. Il pensait à sa petite fille, apprenant que le monde pouvait être à la fois beau et juste. Il pensait aux Compton, affrontant les conséquences qu'ils avaient évitées si longtemps. La justice, Robert l'avait appris, n'était pas toujours rapide. Mais quand elle arrivait, elle était absolue. La porte s'ouvrit derrière lui. Marcos sortit, le visage rougi par le succès. « Papa, il y a quelqu'un à l'intérieur qui veut commander une murale pour leur bâtiment. Une grande, à 6 chiffres. » Robert sourit. « C'est merveilleux. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, sans tout ce que tu as fait. Tu aurais trouvé ton chemin éventuellement, peut-être, mais tu t'es assuré que Sophie et moi étions en sécurité pendant que je le faisais. Tu nous as donné une seconde chance. » Robert passa son bras autour des épaules de son fils. « C'est ce que fait la famille. Nous nous protégeons mutuellement. Nous nous battons les uns pour les autres. Et quand quelqu'un menace ceux que nous aimons, nous nous assurons qu'ils comprennent le coût de cette erreur. » Ils se tinrent ensemble dans un silence confortable, regardant l'horizon de Portland scintiller au loin. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Marcos. « Maintenant, on rentre à la maison. Demain, tu commences à planifier cette murale. La semaine prochaine, Sophie commence les cours d'art. Et la semaine d'après, on prend des vacances en famille quelque part avec une plage et du soleil. Ça semble parfait. » Ils rentrèrent ensemble, père et fils, unis par la bataille et liés par l'amour. Les Compton étaient en partie, leur empire réduit en ruines et en sentence de prison. Les victimes qu'ils avaient exploitées avaient reçu justice, et la famille Archer, Robert, Marcos et la petite Sophie avaient survécu plus forte qu'avant. Robert Archer avait passé sa vie à transporter du fret, à naviguer des logistiques complexes et à résoudre des problèmes impossibles, mais son plus grand succès n'avait rien à voir avec les affaires. C'était de se tenir ici, regardant son fils prospérer et sa petite fille rire.
sachant qu'il avait protégé ce qui comptait le plus. Tout le reste n'était que détails, et Robert Archer avait toujours été très bon avec les détails. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. I hate that. Drift around, hit him with the momentum strike. Yeah. Oh! Oh my god! He's gonna kill me. Can you whip to stun? You can't! I'm dead. Oh, Oh, the bubbles and the spikes. I gotta go all Don't the hit way the stump from yet, the don't hit the stump wall. yet, don't hit the stump. I won't. Oh, okay. Oh please, I don't have to go through the I have to go through the spike jump again. Okay, right here. Oh, You can also walk through them, they just hurt you. technique. It's one half part, yeah. Listen to speak of me annoying. Let's go. Oh, yeah, achievement. Grr. I love the Go drifting. back to Oh, oh, let's go! Woohoo! Coming to that, coming to that. Does anyone else like tense their legs? Like when you're jumping? I tense my whole body. After trib mode, my stomach hurts. Uh, Let me up there. Yeah. skirt. Sure. And then we're gonna go behind us. Nice. So if you get the bump up, go backwards. Okay, positioning. Oh, that Oh, I don't guy. like that thing. Bonk. Freaky. Mikey. So one of the challenges of trip mode is there's these angry rain clouds that if they aggro to you, they will attack you. And the Oh. ones here piss me off. Oh, Chop. Does the torch replace the candlestick? And the big shovel replaces the small one. Mhm. so cool. So much nostalgia. Huh? Mr. Bear! Smidge! Yeah. Okay. Good Nightingale. Just witnessed a murder. Wee. Alright. Oh, I wasn't supposed to go down. Nope. There's a nanner trying to kill me now. Well, actually, no, you can go down. Got a key. So welcome to the big bois section. Yeah, let's go. On trip mode, there's an angry cloud, and you only have about this much space to move. Oh. Oh my gosh. Whoa. Whoa.
Oh, thanks, Dad. Appreciate it. Thanks, Dad. You're welcome. That was sick. Don't bore me. Don't bore me. Oh. You should be able to GG Dad, and you can come right to Ruby. No, I got this. I got this. It's not even that bad of a wall section. Whoa. See? EGPG. What was that stance? Whoa. I did a freaking rockstar pose as I slid and grabbed the key. That was awesome. He's JoJo posing? I was There's a JoJo wall posing. here, Uh-oh. Well, I'm and gonna then stay there's a down. wall here. Boy, triple the wall. Oh, it's a fast wall. A very short wall. Whoa. Whoa. Okay, there's another one there. It's gonna sound weird, but you gotta look for where the mountain has lips. Dad, I will say you are relatively far down in the jump. It's okay. I think You I got this, dude. Wait, it went the wrong way. Go It doesn't tell. Whoa. Whoa. I have no Whoa. right now. Yeah, you're like 3 checkpoints back right now. Oh. If I can't turn that into Z. I gotta GG. I gotta get rid of my key. Or just lock in. Whoa. You right. You right. Actually, jump off the edge. It might bring the key Whoa. with you. Do I get reset at the? Oh yeah, you're right. Okay, Yeah, so just you go reset ahead at the and last reset. checkpoint. Mm-hmm. Exactly. Whoa. Whoa. Right. Ooh. Okay. Also, after this map, I'm gonna be for you. Okay. Okay. Whoa. Whoa. That is the shortest wall I have ever seen. Into the portal. Whoa. What are the shrooms here, dude? The little goopies. Those are zoos. Oops. You transport them to the guy. There's a good spot right here. Let's go. And then we go into this. Alright. Do you push? After we do the checkpoint. Oh, yeah, it's not gonna. That's too far. Where's the dig spots, Mitch? If you're looking at the portal, it's off to the right around the corner. There we go. Forge a light chest. Oh. Mhm. Oh. I'm gonna open it. I'm not gonna open it. Never mind. It says account bound. Yes. This I'm gonna is catch up my face. your character Ow. you're using forever. Well, no. Those are like main Guild Wars weapons. Gotcha. Wait, what? Look, did you see this little guy? Yeah, that's the ooze farmer. The Ooze Yeah. Farmer. It's another freaky little fella, but he's like not as freaky. More freaky. More freaky little fella. Don't know his Freaky. backstory. You killed a wall. Whoa. I just opened it. He's not closing back down. I think he's gone for Spread good. him wide open. Dude, Whoa. Whoa. Say hello to the ram. Oh, Bye, Ram.
Look at him go. What? Whoa. Don't whoa me. That's 2 hearts of damage? Oh, there's a dude here. Yo. There's a dick spot right Oh, in the shop? here. Let's go. Thanks, Mage. The sound. Who needs a key? I've got a freaking jar. There's food here.